Bah alors moi, je fais partie de ces gens insupportables qui pensent toujours qu'ils ont raison. Et pour la seule justification que c'est quand même vachement plus simple de se balader dans le monde et d'avoir toujours raison. Après, j'ai quand même 36 ans, donc je commence à avoir beaucoup parlé, beaucoup dit de bêtises, très très grosses. Donc forcément, au bout d'un moment, on commence quand même à se remettre en question et se dire que peut-être des fois, on n'a pas tout à fait raison. Et alors c'est un mal pour un bien, hein, parce que je vous le cache pas, c'est pas pratique. C'est beaucoup plus pratique d'avoir toujours raison. Mais je pense que c'est un bien parce que dans l'époque actuelle, je pense qu'on a vraiment besoin de douter de ses certitudes. Alors on est dans une époque, personne ne sait où on va, mais on est tous collectivement certains qu'on y va quand même. Et on sait tous aussi que ça va pas avoir l'air d'une fête foraine. Hein. L'odeur de barbe à papa, tout ça, c'est pas forcément ce qui nous attend. Et dans des moments comme ça, quand on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit que c'est là où on se jette dans des certitudes aveugles, où on croit fermement, parce qu'en fait on est terrorisé par l'avenir, on s'accroche à des certitudes fragiles, mais on s'y accroche fermement. Et je pense que souvent, c'est là où les drames humains se créent. Et l'humanité a le secret de ces drames-là. Et je pense que plus on va s'accrocher à des certitudes de manière aveugle, plus on aura tendance potentiellement à faire émerger ces drames-là. Et je pense que le doute de ces certitudes et la compréhension aussi de l'origine des certitudes des autres, c'est un moyen de prévention et d'atténuation potentiellement de ces drames humains. Donc moi, j'aimerais juste aujourd'hui vous présenter deux histoires, deux expériences de pensée qui, moi, me font terriblement douter de mes certitudes, parce que je pense que ça peut être utile, ça a été utile à moi, et je suis certain que ça peut être utile à d'autres, notamment s'ils sont touchés par ce syndrome insupportable d'avoir la certitude d'avoir souvent très très raison. Imaginons voilà, un monde où on est tous hyper heureux, et alors tous hyper heureux à notre manière. C'est-à-dire que si moi, mon kiff, c'est lire des livres tout le temps, j'ai le droit de lire des livres tout le temps. Si vous, votre kiff, c'est faire du vélo à toute allure, voilà, vous pourrez faire ça, etc. Donc là, qui c'est qui est chaud pour ce problème politique-là ? Jean-Loup, 2022. Bon, c'est bien, vous n'êtes pas trop chaud parce que vous avez bien compris que les politiques, de base, faut pas non plus croire aux promesses. Et puis parce qu'en fait, il y a toujours un défaut dans cette conception du bonheur, c'est que forcément, si moi, mon bonheur, ça passe par tabasser tous mes voisins, je vais avoir du mal à trouver autant de voisins dont le bonheur va être de se faire tabasser par moi. On a ce truc-là où on sent bien qu'il y a une petite dans le pâté, comme certains disent. Je n'oserais pas. Et en fait, on se dit, ok, faisons abstraction de ça. Si quand même, moi, je pouvais être heureux à ma manière sans causer de tort à personne. C'est-à-dire qu'en gros, on me dit, tu vas être parfaitement heureux, suivant ta manière de vouloir être heureux, et on te garantit que ça ne causera de tort à personne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, c'est attractif. Mais c'est attractif jusqu'à ce qu'on regarde la vidéo de Monsieur Phi qui reprend, c'est la première histoire. Donc c'est une vidéo de Monsieur Phi, qui est un youtubeur que vous pouvez regarder, c'est très bien, qui reprend une expérience de pensée de Robert Nozick et qui est très très simple. En gros, imaginez que des extraterrestres arrivent sur Terre et nous proposent un peu ce que je vous ai proposé. C'est-à-dire qu'en gros, il vous dit, on va proposer à tout le monde un bonheur absolu à sa manière. Donc là, on est tous bouillants, donc on va voir les extraterrestres, on leur dit, allez-y, comment on fait, etc., etc. Donc, les extraterrestres nous amènent dans une salle, et dans la salle, au fond, il y a des sarcophages numériques. Ils disent, c'est très simple. Dès que vous vous branchez à ces machines, vous vivrez dans un monde simulé, mais vous vous en rendrez pas compte parce que vous vous réveillerez comme tous les matins. Et en fait, vous aurez vraiment la vie parfaite. C'est-à-dire que vous vivrez dans un monde simulé, toujours avec vos amis simulés, qui feront exactement ce que vous avez envie de faire, qui vous parleront exactement comme vous avez envie qu'on vous parle, avec toute la CNV du monde, etc. Donc ça sera vraiment parfait. Et vous vivrez une expérience de bonheur total. Et alors là, il y a peut-être un petit truc, vous pouvez vous dire, oui, mais moi, si je me branche, ça veut dire que quelque part, je laisse
mes proches et du coup je vais causer du tort à mes proches. Non. Vos proches vous disent, écoute, si tu y vas, on se branche, et si tu y vas pas, on se branche pas. Donc en fait, si vous avez ce choix-là, vous pouvez pas causer de tort à personne parce que vous ne laissez personne sur le carreau. Et s'ils se branchent, vos amis, ils vivront avec la version simulée de vous qui fera exactement ce que eux ont envie que vous fassiez dans un monde complètement idéal. Et donc là, la question, elle est simple. Est-ce que vous prenez plutôt la pilule rouge avec la véritable réalité, donc la chance d'un véritable bonheur, véritable, mais aussi la certitude de connaître des guerres, des famines, des génocides, des malheurs et des souffrances, parce qu'on l'a dit, la barbe à papa, c'est pas forcément pour les 40 ans qui arrivent, ou alors l'illusion d'une réalité, mais aussi la certitude d'un bonheur absolu. La question c'est ça, c'est est-ce que vous prenez la pilule rouge ou la pilule bleue? Qui est pilule rouge? Ok. Et qui est pilule bleue? Alors, quelques-uns sont pilule bleue, quelques-uns sont pilule rouge, beaucoup sont pilule rouge. Le projecteur a beau être gros, je vois. Et en fait, cette expérience de pensée, moi je trouve qu'elle est forte parce que quel que soit ce que vous pensez et ce que vous décidez, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a autre chose que juste le bonheur qui intervient dans votre calcul. Sinon, vous n'auriez pas choisi de continuer à évoluer dans le monde actuel et de risquer de potentielles souffrances. Et en gros, c'est très simple, mais quand on a une question d'ordre moral, vous avez vos informations sur le monde, vous avez vos croyances, vos valeurs, et on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'entre la sécurité et la liberté, on a tous des arbitrages différents, on a pu le voir pendant les 2 dernières années, et il n'y a aucun arbitrage qui est foncièrement bon ou foncièrement mauvais, c'est des arbitrages différents qui sont les vôtres, et on fait un calcul qui donne une réponse qui est soit l'une, soit l'autre. Donc moi, ma réponse, a priori, quand j'ai fait le dessin, c'était la pilule rouge. Et en fait, ce que ça me pose comme question, c'est que ça met à jour le fait que ma mosaïque de valeurs, elle est extrêmement complexe. Et ça me pose aussi la question de, est-ce qu'elle est universelle, cette mosaïque de valeurs? Est-ce qu'on devrait tendre vers une mosaïque de valeurs avec tous des critères et des arbitrages qui sont les mêmes? Est-ce que ces valeurs, elles sont pas très fragiles? Et aussi, d'où elles viennent? Et sur ça, j'ai une autre histoire, donc c'est la deuxième, que je trouve très forte et qui est illustrée dans ce roman. Alors c'est Le meilleur des mondes en français, de Aldous Huxley, qui est vraiment... Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, je le recommande. Et je vais faire juste le contexte. Donc le contexte, c'est... Vous avez un ordre mondial où tout le monde est conditionné, hypnotisé depuis même le stade embryonnaire pour être hyper heureux de la condition et de la place dans la société que la personne va occuper. Donc c'est comme si on était tous conditionnés à être parfaitement satisfaits de l'expérience de vie qu'on allait avoir. Et les gens qui sont conditionnés mais avec qui ça n'a pas trop marché, on les met dans des parcs à sauvages et voilà, et ils sont dans leur petite zone et ils font leur truc et l'ordre mondial fonctionne très très bien. Et en gros, le climax, le point culminant du bouquin, c'est le dialogue entre le président de l'ordre mondial, qui s'appelle Mustapha Meunier, et John le Sauvage, qui, comme son nom l'indique, était plutôt dans les parcs. Et en gros, ce John le Sauvage, il a voulu arriver dans l'état mondial, il a voulu générer une révolution, en disant ouais, « vous n'êtes pas vraiment heureux ». Bon, il s'est pris un mur, parce que essayer de faire une révolution avec des gens qui se sentent parfaitement heureux, c'est pas le projet révolutionnaire le plus pratique. Mustapha Meunier, quand même très pédagogue, le prend entre deux yeux une fois capturé et essaie de lui expliquer pourquoi ça veut rien dire son truc. Et lui dit, ici, ordre mondial, vous êtes conditionné de telle sorte que vous ne pouvez vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à faire est, dans l'ensemble, si agréable, on laisse leur libre jeu à un si grand nombre de vos impulsions naturelles qu'il n'y a véritablement pas de tentation auquel il faille résister. Et si jamais, par quelque malchance, il se produisait d'une façon ou d'une autre quelque chose de désagréable, eh bien il y a toujours le soma qui vous permet de prendre congé et de vous évader de la réalité. Alors John, il devient fou quand il entend ça, parce que pour lui, c'est pas du tout comme ça que ça marche, et il lui hurle dessus, mais les larmes sont nécessaires. Et pour Mustapha Meunier, il dit non, mais les larmes étaient nécessaires peut-être avant, dans un autre contexte, dans une autre organisation, mais maintenant, elles sont en rien nécessaires,
Parce que là où il y a des guerres, il lui répond, là où il y a des serments de fidélité multiples et divisés, là où il y a des tentations auxquelles on doit résister, des objets d'amour pour lesquels il faut combattre ou qu'il faut défendre, là, manifestement, la noblesse et l'héroïsme ont un sens. Mais il n'y a pas de guerre de nos jours. Et en fait, on peut lui accorder que, effectivement, l'héroïsme émerge d'un contexte où l'héroïsme a été utile. Toutes les valeurs, en fait, elles émergent de contextes où ces valeurs-là ont été utiles. Et eux viennent de contextes tellement différents entre John le Sauvage et Mustapha Meunier qu'en fait, ils peuvent jamais tomber d'accord sur quelles sont les bonnes valeurs, vu que les contextes dans lesquels ils ont grandi et d'où ont émergé ces systèmes de valeurs-là sont trop différents pour qu'ils s'accordent. Et donc, John le Sauvage, il prend ce mur-là et il n'arrive pas à comprendre, parce que lui, forcément, ces valeurs-là sont les bonnes, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi il trouve de l'apathie chez les gens et il n'arrive pas à générer cette révolution. Et du coup, il un peu lui dit, mais moi, j'en veux pas du confort. Je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté, je veux du péché. Et ce à quoi Mustapha Meunier répond, reformule, résume à sa sauce de cette manière. En somme, vous réclamez le droit d'être malheureux, sans parler du droit d'avoir la syphilis et le cancer, du droit d'avoir trop peu à manger, du droit d'avoir des poux, du droit de vivre dans l'appréhension constante de ce qui pourra se produire demain, du droit d'attraper la typhoïde, du droit d'être torturé par des douleurs indicibles de toutes sortes. Et John répond « Oui, je les réclame toutes ». Et Mustapha répond « On vous les donne avec grand cœur ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va vouloir de l'héroïsme, même s'il n'y a pas besoin d'héroïsme. Très bien. Mais moi, dans la société actuelle, je me dis qu'on va vouloir, par exemple, de l'individualisme, même si l'individualisme aujourd'hui n'est plus soutenable en termes d'énergie et de ressources. On n'a plus peut-être l'énergie et les ressources ou le climat pour rouler tous en voiture, tout seul, dans notre voiture, etc. Et en gros, ce que ça souligne, c'est le fait que les valeurs qu'on porte, c'est toujours des valeurs qui ont émergé de contextes passés. On a toujours un temps de retard. Parce que les valeurs qu'on porte, naturellement, ce sont les valeurs qui ont émergé de contextes dans lesquels les communautés dont on est issu, lesquels nos parents, notre culture, notre classe sociale peut-être, c'est des contextes en tous les cas passés. Et en fait, ce que souligne ce roman, ce dialogue en particulier, c'est pas que une dystopie. C'est la difficulté même de l'utopie. Parce que le monde, il est tellement changeant que forcément, il va générer des valeurs qui vont changer. Et les valeurs, en changeant, elles vont aussi changer nos comportements, qui vont de nouveau changer le monde. Et c'est une recherche constante de cet équilibre, une boucle infinie de changement de valeurs. Parce que dès qu'on sera satisfait des valeurs, en fait, on changera le monde et émergera de ce nouveau monde de nouvelles valeurs. Et donc, c'est une boucle infinie dans le temps, mais c'est une boucle infinie aussi géographiquement. Parce que de contextes différents, de climats différents, de pays différents, d'histoires différentes, vont nécessairement émerger des valeurs qui vont être différentes. Alors bien sûr, elles sont massivement communes. C'est ça qu'on va appeler les valeurs universelles, parce que quand même, les contextes qu'a traversé la plupart de l'humanité sont massivement les mêmes. La condition humaine, qu'on ait vécu il y a 2000 ans ou aujourd'hui, ça reste la condition humaine. Mais la question que moi je me pose, du coup, c'est mais qui a raison ? Quelles sont les bonnes valeurs ? Et en quoi, moi, mes valeurs que je défends âprement seront les bonnes ? Alors forcément, je vais tenter une petite réponse de Normand. Ben, en gros, personne et tout le monde à la fois. Alors, tout le monde a raison. Parce que tout le monde porte en lui une réponse possible au contexte dont il est issu. Et personne n'a raison parce qu'en fait, comme on a tous un temps de retard, forcément, personne aujourd'hui a le système de valeurs qui correspond aux enjeux climatiques, énergétiques, sociaux actuels. Encore une fois, l'individualisme est une bonne illustration de ça. Le contexte actuel, il ne favorise pas, je pense, un individualisme. On est tous dans la même barque climatique. Et ce nouveau contexte-là doit faire émerger des valeurs qui ne sont pas encore
ou qu'on n'incarne pas encore. Et c'est ça, moi, que j'essaie de me dire. Ces histoires, c'est ça qu'elles me disent. C'est évidemment, il faut douter de mes valeurs, de mes croyances, etc. Mais aussi, je pense qu'il faut comprendre qu'on a tous un temps de retard et que plutôt que de me battre pour des valeurs dont je suis issu et qui ont répondu aux enjeux de contexte passé, est-ce que je ne peux pas réfléchir à quelles seraient les valeurs que je veux défendre aujourd'hui et qui ne correspondent pas aux enjeux du passé, mais actuels ou voire de demain? Et plutôt que de voir des valeurs différentes qui s'opposent, moi je pense qu'il faut voir ça comme une immense bibliothèque de connaissances. Tout ça, c'est des valeurs qui ont correspondu à des thèmes passés, à des contextes passés. Donc chacun de nous est une sorte de livre ambulant avec une réponse spécifique au contexte dont il est issu. Et vraiment, c'est le rappel que je cherche à me faire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est vraiment en désaccord avec moi. Je me dis, c'est une partie de la solution. Et je pense que chaque vision du monde, chaque culture, chaque fonctionnement a des éléments de réponse au contexte qui vont arriver. Mais il n'y a aucune personne, il n'y a aucune culture qui a tous les éléments de réponse. Merci.